toutes et à tous, Didier Raoult a marqué la journée lors de son audition au Sénat. Il s'insurge contre ceux qui l'accusent de fraude. Il s'exprime aussi sur les mutations actuelles du virus. On entendra à ce sujet William Dab, le spécialiste des épidémies, et la vaccinologue Marie-Paule Kieny. C'est aussi une bataille économique. Les restaurants en sont l'emblème. Les restaurateurs au cœur de la crise, on recevra un homme qui incarne ce secteur. Thierry Marx est l'exemple même du cuisinier parti de rien et qui est devenu un entrepreneur emblématique. Nous nous rendons dans l'espace. Un gaz laisse envisager sur Vénus, laisse supposer une forme de vie, fût-elle rudimentaire. Nous poserons la question au physicien Christophe Galfard. Et puis nous reviendrons à l'événement médiatique et affectif de cette journée. Jean-Pierre Pernaut quittera le 13h après 33 ans de présentation. On verra combien il a marqué l'histoire des journaux télévisés. L'audition de Didier Raoult était doublement attendue au Sénat. Les questions sur lui, sur la situation de l'épidémie, mais aussi les questions sur le redémarrage du virus. Écoutons d'abord le ton de l'audition tout à l'heure. Didier Raoult, face aux sénateurs, il précisait sa position. Je n'aime pas qu'on m'insulte, je n'aime pas qu'on porte plainte contre moi et qu'après on me demande de débattre en toute sérénité. Je ne le fais pas. Et donc je vous le dis très solennellement et après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie. J'ai écrit 3500 publications internationales. Je n'en ai jamais rétracté aucune. Alors, bien entendu, sur 3500, il y a eu des erreurs qui sont passées. Pour l'instant, il y a une fille qui me traque, là, une chasseuse de tête, depuis que je suis célèbre, qui a réussi à trouver 5 erreurs sur 3500. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. J'estime qu'il y a entre 2 et 4% d'erreurs dans les papiers que j'ai faits. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on trouve d'autres erreurs, mais je dois vous dire que je ne suis qu'un pauvre humain et que je fais des erreurs comme tout le monde. Professeur Dab, bonsoir. Bonsoir. Le regard du spécialiste des épidémies, Didier Raoult, qui dit oui, j'ai fait certaines erreurs. Pour liquider cette question, est-ce qu'on entre là dans un faux débat, aller chercher vraiment les erreurs des uns et des autres ? Bon, oui, c'est un faux débat. Le problème, ce n'est pas de dire que Didier Raoult a fraudé. Le problème, c'est que par son attitude de provocation, il a créé de l'inquiétude et des faux espoirs dans le pays. C'est ça le vrai problème. On l'entendra demain dans cette émission, il sera notre invité. Vous dites inquiétude créée, lui dit au contraire, au fond, c'est pas moi qui crée de l'affolement, on crée exagérément de l'affolement aujourd'hui sur ce point précis. Il faut s'affoler un peu, beaucoup, moyennement. Quel est le moment où on est précisément ? D'abord, il ne faut absolument pas s'affoler, mais en créant un débat aussi violent, notamment sur l'hydroxychloroquine, incontestablement, Didier Raoult a augmenté la controverse et donc l'inquiétude. Maintenant, sur l'épidémie aujourd'hui, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que nous avons les moyens de surmonter ce rebond. Actuellement, le fameux coefficient R, le nombre moyen de personnes contaminées par une personne contagieuse, est de 1,2. Il était de 3 au printemps. Ça veut dire que nous avons un temps de doublement des cas qui est de 14 jours et non pas de 3 jours. Donc si on s'organise, on est parfaitement capable de surmonter ce rebond. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas, absolument pas dans le scénario de février-mars ? Beaucoup ont l'impression qu'on est en train de revivre le film avec le risque du confinement, etc. Ça n'est pas le cas selon vous ? La seule prévision fiable et intéressante, c'est le doublement des cas tous les 14 jours. Tous les autres modèles, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Une grande question est de savoir si le virus a évolué. C'est votre spécialité, Marie-Paule Kieny, mais là aussi, écoutons la voix de Didier Raoult à ce sujet. On a maintenant 7 mutants. Celui qui est le plus actif actuellement, c'est celui qu'on a appelé 4, où on a 60 cas du 4. Et globalement, si vous regardez le nombre, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas parler de la même chose. Moi, je vous assure, c'est des données, je viens de les écrire, ces données. Vous n'avez qu'à les regarder, elles sont online, parce qu'on met, effectivement, c'est une autres sections, on met tout online maintenant, en particulier dans des situations épidémiques, pour que tout le monde puisse en profiter. Marie-Paule Kieny, vous avez le regard de la spécialiste des virus, vaccinologue. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution du virus ? Est-ce que cette intuition est bonne, qu'il a changé ? Alors, le virus, il change tout le temps. La plus grande banque de données de virus
compte 10 000 séquences. Alors, le professeur Raoult parle de 7 séquences. Là, on a quelque chose de tout petit. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde 10 000 virus? On voit qu'il évolue, il change. Mais on n'a aucune évidence pour le moment que ces changements s'associent avec un changement de la dangerosité, de la virulence. De même, d'ailleurs, qu'on n'a aucune évidence que ces changements vont demander d'avoir des vaccins spécifiques pour certains groupes, etc. Donc, changement il y a, mais on reste dans une grande homogénéité. Ce sentiment un peu diffus qui serait un peu moins tueur qu'il y a quelques mois, pour vous, c'est une illusion? Pour le moment, ceux qui sont infectés, c'est surtout les jeunes, et ça les tue moins. Et d'ailleurs, les vieux, comme moi, se protègent un peu plus qu'on s'était protégé au mois de mars. Si on regarde l'état global des chiffres dans le monde et en France, c'est quand même très spectaculaire parce qu'on est passé quand même, on le voit ici, à plus de 900 000 morts à l'échelon mondial. On se souvient des 500 000, c'était un cap important. Donc quand même, voilà, plus de 30 000 morts en France. Dans la comparaison avec les épidémies, Dieu sait si on l'a fait dans tous les sens, notamment avec la grippe, est-ce qu'on parle vraiment d'un événement planétaire sans précédent? Ah oui, ça n'a rien à voir. D'abord, la grippe arrive de façon assez homogène sur un territoire et la grippe ne tue pas directement. La grippe complique des maladies cardiaques ou pulmonaires ou rénales préexistantes. Ce coronavirus, il fait cela. Il y a cette mortalité indirecte, mais il tue aussi directement. L'actualité du jour, c'est cette polémique récurrente sur les vaccins. Elle a été relancée, non pas à l'échelon des scientifiques, mais des politiques par la voix. On va voir son tweet de Samia Ghali, adjointe à la mairie de Marseille, qui dit « Je ne suis pas une anti-vaccin, mais sur le Covid, à titre personnel, je ne le ferai pas. Si un vaccin arrive demain, nous n'aurons pas le temps de recul nécessaire. Je ne veux pas participer à la course aux vaccins lancée entre les pays. » Ça, c'est votre domaine. Absolument. Alors, quand on a une opinion personnelle, on la garde pour soi. Ouais. Ça vous énerve en clair? Je pense que c'est criminel. Il y a déjà suffisamment d'hésitation vaccinale en France. C'est pour ça qu'en 2018, le gouvernement a dû imposer, on l'espère à titre transitoire, l'obligation vaccinale pour les 11 vaccins de l'enfance, parce que trop de gens hésitaient et regardaient les tweets, regardaient les réseaux sociaux, ils disaient « Oh, c'est terrible !» Alors ça va beaucoup mieux depuis que c'est obligatoire, parce que les gens se posent moins la question. Là, si n'importe qui, moi, monsieur, se dit, moi, finalement, je ne préférerais pas le prendre, c'est notre responsabilité. Mais aller essayer de pousser des gens qui sont déjà vaccino-hésitants, disons, sans raison scientifique, je pense que c'est criminel. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans la question de savoir à quel point on peut vérifier un vaccin? Vladimir Poutine, par exemple, parie sur un vaccin très rapide. Est-ce que ça veut dire qu'il serait moins vérifié que certains autres vaccins en préparation? Alors pour le moment, il a été moins vérifié. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que des pays comme la Chine, mais la Russie, ne sont pas à leur premier coup d'enregistrer un vaccin pour utilisation d'urgence avant d'avoir des données d'efficacité. Ça a été fait pour Ebola, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les utiliser maintenant chez des millions de personnes. Et les Russes, si j'ai bien compris, ont commencé à faire un essai sur 40 000 personnes maintenant. Alors c'est un coup politique. Mais est-ce que ce vaccin est efficace ? On ne peut pas dire qu'il va l'être, mais on ne le sait pas qu'il ne l'est pas. Les deux composants sont assez proches de composants qui sont développés, l'un par une société qui s'appelle CanSino, qui est une société chinoise, et l'autre par la société Janssen. Si on se résume, ce jour, on a vu hier les mesures quand même très spectaculaires à Bordeaux et à Marseille. On a vu la hausse des réanimations. On est quand même dans une situation où on doit durcir la politique, professeur Dab. On ne doit pas la durcir, on doit l'organiser mieux. Il faut mieux organiser le dépistage pour que les personnes prioritaires aient un résultat en 24 heures, ce qui est tout à fait possible. Il faut organiser le traçage qui s'est effondré, puisque actuellement on repère moins de 2 contacts par cas, donc ça ne marche pas. En réalité, on parlera de restaurant tout à l'heure avec Thierry Marx, on voit bien que c'est une illusion, on vous dit vaguement, mettez là votre numéro, etc. Tout ça est un peu bidon, en réalité. Ça ne marche pas, alors que ça pourrait marcher, et surtout, il faut organiser et sécuriser l'isolement. Il faut accompagner les gens isolés. Il y a des gens qui sont dans des logements qui ne permettent pas d'être isolés de façon sûre. Ces gens-là, il faut les aider, peut-être les héberger ailleurs, protéger les enfants, protéger les voisins, etc. En tout cas, ces rumeurs, notamment celles qui disent « ne vous vaccinez pas », etc., vous mentionniez le nom de criminels. Là, il y a un vrai danger, il y a un devoir d'utilité publique de faire la lumière.
Absolument, mais ça veut dire qu'il faut être transparent. Il n'y a aucun doute que ces vaccins ont été développés plus rapidement que les autres. Alors, on ne va pas dire le contraire. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas les mêmes analyses qui ont été faites que pour tous les autres vaccins. Ça veut dire que ça a été fait en simultané. Ça veut dire qu'il nous faut encore un peu de temps pour avoir autant de résultats que pour les autres vaccins. Ça nous amène à la question des rumeurs du net qui continuent, les mesures prises ou à prendre, c'est le domaine des vérificateurs sur TF1 et LCI, et c'est le domaine de Samira El-Gadir qui nous rejoint. Et vous allez pouvoir, madame et monsieur, professeur, répondre aussi à ces rumeurs parfois folles, parfois intéressantes qui circulent sur le net. D'abord sur l'utilité des masques. Ces derniers jours encore, on voit des tweets très retweetés sur « mais au fond, ça ne marche pas, les courbes le montrent ». Est-ce que c'est vrai ou faux, Samira ? Alors, en tout cas, c'est ce qu'une courbe vue sur Twitter nous affirme. Selon l'auteur, le port du masque est le pire échec, regardez, des 2 derniers mois. Cette courbe en est la preuve, selon lui. Alors, ce qui est vrai dans ce qu'il nous dit, c'est que le masque est obligatoire dans les lieux publics clos depuis le 20 juillet en France et le nombre de contaminations a effectivement repris. On a bien dépassé les 300 000 cas depuis le début de l'épidémie. Mais on ne peut pas opposer ces deux informations directement. Pourquoi ? D'abord parce que la période avant la flèche, avant le port du masque obligatoire correspond au confinement. Donc forcément, il y a un effet, la courbe est plate pendant le confinement et il y a un effet sur les semaines qui suivent. Deuxièmement, on voit bien que la courbe commence à augmenter, vous voyez bien, un petit peu avant la flèche, avant l'obligation du port du masque. Et puis surtout, il faut parler des tests. Forcément, plus il y a de tests, plus il y a de malades. Avec 1 million de tests aujourd'hui par semaine, forcément, ça fait augmenter mécaniquement le nombre de malades. Professeur Dab, on voit la démonstration tout à fait convaincante, mais humainement, sentimentalement, comment on peut faire pour dire vraiment, oui, il faut porter... On voit qu'on a tous la faiblesse, on fait attention, puis après on le met comme ça un peu en dessous du nez. Il faut rappeler la hiérarchie des mesures de prévention. C'est 1, l'hygiène des mains. 2, la distance, qui doit être de 2 mètres, plutôt que 1 mètre, comme on le dit trop souvent en France. Voilà. Et le masque en complément. Personne n'a jamais dit que le masque était 100% efficace. Mais il est évident, et c'est le bon sens, que si tout le monde porte un masque, la probabilité de contagion, le risque de contagion est diminué. Et il faut avoir peur un peu. Hein. Samira était enrhumée aujourd'hui, elle m'a dit ça, j'ai tout de suite eu le petit mouvement comme ça marche. Hein. Un peu de peur ne fait pas de mal parfois. Samira, les réseaux, ils amènent aussi parfois des informations à l'appui des masques. L'exemple asiatique, est-ce que là, il est vrai ou faux de dire que ça marche mieux là-bas ? Il est très cité en tout cas, il est très cité, l'exemple asiatique. On peut regarder les chiffres, alors on ne va pas parler de la Chine, parce que les chiffres sont contestés, on en a parlé la semaine dernière. Passons à Taïwan, par exemple. Moins de 500 contaminations depuis le début de l'épidémie. Thaïlande, 3480 cas. Dans la région, le pays qui connaît le plus de contaminations, c'est le Japon. 76 000 contaminations. En proportion, c'est beaucoup moins que chez nous. Alors effectivement, il y a l'effet du masque, mais c'est ce que vous disiez, c'est un tout. En fait, tout est respecté, beaucoup plus que chez nous. On peut parler des gestes barrières, on peut parler du stop Covid, là-bas où le traçage des malades est beaucoup plus suivi. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas chiffrer le port du masque à lui seul. Regardez ce qui s'est passé, un dernier exemple, Darius, ce qui s'est passé en Australie. Le masque a été imposé effectivement fin juillet dans des grandes villes comme Melbourne, en plus d'un confinement strict. Résultat, les Australiens, en 15 jours, ils ont réussi à contenir leur deuxième vague. Professeur Kieny, l'OMS est votre ancienne maison, n'est-ce pas ? Voilà. Elle a fait beaucoup d'erreurs, on peut le dire. Maintenant, vous êtes libre de parole. Allez. Ah oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a trouvé quelque chose qui était tout à fait nouveau. Alors, on m'a interrogé au début, j'étais plus à l'OMS, on m'a dit qu'est-ce que les masques ? Voilà. Il n'y avait pas d'évidence. Donc, je suis retournée dans la littérature scientifique et il y a des études qui ont été très bien faites pour la grippe. Et ce qu'on a montré pour la grippe, c'est que c'était très utile de mettre un masque. Il y avait des essais randomisés quand on était malade. Parce que quand on était malade, ça évitait de contaminer les autres. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'il y avait des patients, des gens non symptomatiques qui transmettaient. Donc, ce qui était vrai pour la grippe n'est pas vrai pour le Covid. Donc, en fait, la science évolue, il faut être humble. En tout cas, cet exemple asiatique, on se souvient ici, quand on voyait des groupes de touristes japonais ou autres, on souriait un peu intérieurement en disant voilà, ils sont un peu flippés. Hein. En réalité, est-ce qu'ils avaient raison ? Est-ce que les Asiatiques nous donnent aujourd'hui la leçon ? Oui, sans aucun doute. Ouais. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi se laver les mains.
Merci beaucoup, merci Samira et merci beaucoup professeur d'avoir été avec nous. Ce point sur le Covid, je vous remercie. Et nous partons maintenant pour l'espace avec cette information qui fascine. Un gaz sur Vénus laisserait supposer l'existence d'une forme de vie, fût-elle extrêmement rudimentaire. On va écouter d'abord cette astrophysicienne américaine qui formule l'hypothèse qui suscite depuis lors les passions. Sur la Terre, la phosphine provient exclusivement de la vie et d'aucun autre processus. Donc nous sommes très excités à l'idée d'avancer dans nos recherches pour trouver s'il y a ou non de la vie sur Vénus à l'origine de cette phosphine. Nous supposons que cette vie serait constituée de microparticules, quelque chose de petit, qui pourrait survivre dans la couche de nuages autour de Vénus où il serait protégé du reste de l'environnement. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Le regard du physicien, d'abord soyons clairs, si, on parle de tout ça conditionnel, mais si une vie existait, elle est évidemment très rudimentaire, ce ne sont pas des êtres intelligents, ça c'est pas le cas. Ce qui ne veut pas dire que ne pas être intelligent est rudimentaire. Non, ça voudrait dire que c'est tout de même des organismes évolués, probablement autant que nous, dans le sens qu'ils ont traversé des milliards d'années avant d'arriver ici aujourd'hui, mais ce ne sont pas des êtres à pattes, etc. C'est des bactéries, probablement des micro-organismes. Ce serait quand même une révolution immense, vous dites, des bactéries comparables, par exemple, à celles qu'on a sur Terre ? Alors, ce que disait professeur Seeger dans l'extrait qu'on vient d'entendre maintenant, c'est que sur Terre, les seules sources naturelles, disons, de phosphine sont certains micro-organismes qui existent aujourd'hui. On ne sait pas exactement comment ça marche, on ne sait pas exactement comment ils font du phosphine, mais il y a ces bactéries-là, ces micro-organismes-là, et nous, dans nos usines, on arrive à en faire aussi. Mais on ne connaît pas, pour Vénus, c'est l'étude qu'ils ont publiée aujourd'hui, ils ont cherché pendant 2 ans, ils n'ont pas trouvé encore, en tout cas, d'autres sources possible qu'une potentielle vie qui ressemblerait à ces bactéries qu'on a ici sur Terre. Quand on regarde le système solaire, ça rappellera les cours de collège quand on doit dessiner toutes les planètes à distance du Soleil, Vénus, c'est apparemment pas la planète le plus propice à l'existence de la vie. Ah ben c'est ça qui est absolument génial, c'est qu'on se focalise depuis des années et des années sur Mars, sur éventuellement des lunes de Jupiter, de Saturne, où on sait qu'il y a de l'eau liquide, où ça ressemble un petit peu à la Terre, c'est sympa, il y a de l'eau, on reconnaît. Il y a une quarantaine d'années, il y a le professeur Carl Sagan, qui est un grand astronome et vulgarisateur américain, avait émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus, mais ça a été un petit peu passé de côté. Pourquoi ? Il fait quel temps sur Vénus ? Justement, à la surface, on parle en moyenne plus 454 degrés. C'est chaud. Jour et nuit, donc compliqué. Une pression atmosphérique, c'est-à-dire le poids que ça pèse sur vos épaules, le ciel de Vénus, vous aplatit comme une crêpe en 1 seconde. Donc c'est pas possible. Mais entre ça, 450 degrés et une atmosphère ultra lourde, et le haut de l'atmosphère, où il fait très froid et il n'y a plus de pression, il y a un endroit entre les deux où il y a une température qui ressemble à celle de la Terre. Professeur, mesurons quand même l'évolution. Moi, je me rappelle très bien, il y a 20 ans, quand on parlait dans les médias de vie extraterrestre, même rudimentaire, les scientifiques ricanaient. Ils disaient c'est des zinzins qui pensent ça n'existe pas. On voit que ça a évolué. La communauté scientifique a évolué. Alors 20 ans, vous êtes pas gentil avec la communauté scientifique, mais 50 ans où il y a tous les coups, c'était quand même à la marge, vraiment à la marge. Mais là, ça fait quand même pas mal d'années que des expéditions comme sur Mars, par exemple, sont envoyées, comme en ce moment même, il y a un satellite américain qui va essayer de détecter de la vie sur Mars. Certains, même scientifiques, disent qu'il y a des recoins de l'univers, il y a des endroits cachés, je ne sais pas comment vous dites ça en langage un peu plus scientifique, où effectivement, on a peu accès, qui pourraient être des lieux où une vie existe. Vous savez, on a transformé ces dernières années notre vision de l'univers par rapport à ça. Par exemple, à l'existence de planètes. Une planète comme la Terre, il y en a quelques-unes autour du Soleil, des planètes. Il y a Mars qui ressemble un peu. Vénus, on vient de voir que malgré des conditions absolument infernales, peut-être que là, dans une bande de nuages, il y a de la vie. On a découvert ces dernières années que quasi toutes les étoiles qu'on peut voir dans le ciel ont en moyenne 1-2 planètes autour d'elles. Je vous donne un chiffre, ok ? Notre galaxie, notre îlot d'étoiles, 200 milliards de soleils. Mettez 1 ou 2 planètes par étoile. Ça fait pas mal de planètes. D'autres galaxies ailleurs, partout, il y en a plein. Là, on a peut-être
un signe de quelque chose, non pas à l'autre bout de l'univers, mais la planète la plus proche de nous, de toutes. Est-ce qu'on ne revient pas à l'intuition, la pluralité des mondes, ces grands textes du XVIIe, XVIIIe siècle qui déjà disaient, ben oui, c'est infini, donc il y a sûrement d'autres mondes, il y a d'autres professeurs à l'hiver, il y a d'autres, etc., qui sont là, qui parlent en même temps que nous? Peut-être, mais ça c'est de la pure spéculation. Aujourd'hui, on n'a absolument aucune preuve de ça. Et comme le disait Carl Sagan, dont on parlait tout à l'heure, qui avait émis l'hypothèse de l'existence justement de vie dans les nuages de Vénus, il disait que si on est seul dans cet univers immense, quel gâchis de place. Parce que c'est vraiment grand. L'idée d'une présence intelligente, il serait forcément plus évolué que nous? Pas forcément? Alors, c'est extrêmement compliqué. Et puis, la notion d'évoluer pour une espèce, elle est très compliquée. Par exemple, sur Terre, toutes les espèces vivantes, que ce soit une bactérie, quelque chose d'unicellulaire ou des grands animaux comme nous, on a traversé les mêmes catastrophes pendant des milliards d'années pour arriver aujourd'hui. On a survécu aux mêmes cataclysmes. On a évolué de manière extrêmement différente. Il y a une branche qui s'est un peu accélérée, la nôtre peut-être. De dire qu'on est plus évolué que les autres, je trouve que c'est un... Pensante, disons. Pensante. Alors, oui, peut-être qu'il y aurait d'autres vies pensantes ailleurs, mais honnêtement, c'est de la... autant prendre les trucs par étapes. Là déjà, on a une des découvertes les plus potentiellement, je dis bien qu'on n'a pas encore trouvé, mais potentiellement les plus extra. Si c'est avéré, c'est la découverte du siècle. Est-ce que vous y croyez, vous, le jour où il y a un petit bip bip qui arrive de l'espace, où on se dit tiens, il y a quelqu'un? Alors, c'est ridicule la question de la foi pour un scientifique, je sais bien, mais enfin, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas une question de ridicule, c'est que chacun a le droit de croire ce qu'on veut, et puis on a foi en la science aussi qu'on arrivera à découvrir quelque chose. Mais le bip bip, il dépend de tellement de choses. Il faudrait qu'on ait du bol pour que ça nous tombe dessus. Vous savez, 1 million ou 10 millions d'années dans la vie d'une planète, c'est rien du tout. Est-ce qu'ils peuvent être gentils? On a tous en mémoire le film Mars Attack, où gentiment on leur envoie une colombe, et puis l'extraterrestre la tire et la grille, parce qu'ils sont forcément très méchants, ils sont très intelligents. Je pense que le jour où on découvrira une autre vie intelligente, il faudra faire extrêmement attention à ne pas faire d'anthropocentrisme, c'est-à-dire de projeter sur eux des émotions qu'on a, nous, par rapport à nos choses, et éventuellement observer tout ça. Si c'est eux qui arrivent, en tout cas, il y a des chances qu'ils soient plus évolués, technologiquement du moins, que nous. Mais là, on parle d'organismes extrêmement petits, de choses qui pourraient vivre à l'intérieur de gouttelettes. Et c'est déjà une étape phénoménale. Merci beaucoup, professeur, de cette réaction sur ce qui est pour l'instant une hypothèse, mais une très belle hypothèse. Merci beaucoup. Merci. Et nous en venons à l'événement médiatique et plus que ça, l'événement affectif de cette journée. C'est l'annonce de Jean-Pierre Pernaut qui arrêtera le 13h après 33 ans de présentation. Extraordinaire longévité dont on va parler dans un instant. D'abord, son annonce tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. L'impasse est la... Donc la rentrée, dans un instant, on verra. Les vacances sont bel et bien terminées. 10 millions d'enfants sont tués. Mesdames et messieurs, bonjour. Regardez tout de suite, comme d'habitude. J'ai annoncé ce matin, en effet, à la rédaction de TF1 et à nos correspondants en région, ma décision d'arrêter la présentation du journal de 13h, pas tout de suite, à la fin de l'année. Cette décision d'arrêter a surpris ce matin beaucoup d'entre vous. Ça vous surprend en ce moment. Je l'ai mûrement réfléchi, croyez-moi. On a vécu ensemble une aventure extraordinaire grâce à vous. À votre confiance, celle de vos parents, de vos grands-parents, parfois depuis 33 ans. Fabrice Dalméda, le regard de l'historien, avec comme l'émotion, je surprends à l'instant dans vos yeux. Vous aussi, vous êtes la génération Pernaut, on est tous, quoi. Oui, mais il y a un petit côté, une époque qui passe, et on se demande si tout ça ne nous ramène pas au tout début, finalement. Quel est le premier JT français? Alors, il est très bricolé. C'est le 29 juin 1949. C'est le début des journaux télévisés, le premier, 29 juin 1949. Ça vient, en fait, ensuite du Tour de France. À 21h, il y a eu un résumé de l'étape. Et ils ont pensé, pour animer ça, mettre une petite séquence derrière. Donc, ils appellent ça journal télévisé. Ça ressemble absolument pas du tout à ce qu'on fait comme journal télévisé. Ça dure un quart d'heure. Ils voulaient survoler le point d'arrivée d'étape en région parisienne. Et le problème, c'est que leur ballon, il s'est pris dans un chêne, il s'est enflammé, et donc ça tourne un peu la catastrophe. D'où vient l'idée de l'incarnation
Voilà, Jean-Pierre Pernaut, un homme ou une femme qui vraiment incarne ça. Alors il y a un modèle évidemment qui est américain derrière. Il faut se souvenir qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est eux qui font les journaux télévisés les plus regardés. Il y a un homme, Walter Cronkite, le grand présentateur de la télévision américaine. C'est lui qui annonce sur CBS la mort du président Kennedy. Il est là, il a les yeux embués, on le voit se cacher derrière ses lunettes. Image étonnante à cette époque où les hommes, au contraire, ne devaient jamais pleurer. Crédit colossal, et c'était énorme, vraiment ce qu'il disait. Voilà, c'est ça. C'est que le fait qu'il ait ces tempes grises, il incarne le savoir-faire de l'information, comme certains sur ce plateau. Oh, vous êtes très gentil, trop gentil avec moi. Il y a eu beaucoup de visages qui ont incarné l'information. On peut les rappeler quelques-uns, mais parmi beaucoup d'autres, un Patrick Poivre d'Arvor, une Claire Chazal, un David Pujadas, une Christine Ockrent. S'il fallait, pour revenir à Jean-Pierre Pernaut, citer un cousinage fort. Je dirais bien presque un maître, on pourrait dire. C'est son Yoda, celui qui l'a formé, c'est Yves Mourouzi. Ouais. C'est Yves Mourouzi qui commence à mettre en place le Trésor, en solo, puis en duo avec Marie-Laure Augry. C'est lui qui commence à chercher des formules un peu particulières. Il essaye d'adapter cette formule du journal de 13 heures. Pernaut travaille 3 ans avec lui. Ouais. Et donc, ensuite, il vient, Pernaut, mais il vient effectivement avec sa formule. Mourouzi et l'audace, exemple dans nos archives. Ouais. Bien, Monsieur le Président, puisque vous parlez des meubles modernes, de ce qui est de l'art d'aujourd'hui, je voudrais savoir si la presse a fait écho de certainement une question que j'allais vous poser, pour savoir si, dès le début de cette émission, vous êtes un président chébrant. Vous savez ce que c'est que chébrant ? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que vous savez dire branché, bien entendu. Je ne veux pas faire le malin, très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé. Vous auriez dû dire câblé. J'aurais dû dire câblé, très bien. Voilà, ils cabotinent tous les deux, ils sont bons là. Il y a une complicité. On dit qu'il arrivait souvent le matin en disant qu'est-ce qui est impossible aujourd'hui, cette espèce de goût de l'impossible. De la transgression. Ouais. Et il n'hésite pas à s'asseoir même sur le bureau présidentiel. À l'époque, ça avait choqué. Très vite, Jean-Pierre Pernaut a imposé son propre style. On va voir l'extrait de son premier journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. 10 gendarmes mobiles ont été blessés et une dizaine d'autres pris en otage par un groupe de Mélanésiens. Des camions de gendarmerie auraient été incendiés. Tout de suite, une correspondance de Florence Descamps à Nouméa. Alors, la marque de fabrique, arrêtons-nous à un détail, mais qui veut dire beaucoup, comme on dit, le prompteur. La plupart des présentateurs, présentatrices ont ce vitre sans teint. Ils lisent, en fait, on voit les yeux qui balaient. Il y a des fausses hésitations, on fait semblant d'hésiter un peu sur un mot. Lui est sorti de ça avec un naturel extraordinaire, pas de prompteur, les feuilles. Oui, on avait commencé le prompteur en France en 71. C'était pas si vieux que ça, c'était un peu moins de 15-20 ans, quoi. Ouais. Et lui, il a au contraire l'envie de parler à son public, d'être au naturel. Donc ça va lui donner un style particulier. Il a un phrasé aussi un peu particulier qui peut être parfois un peu lent. Et puis à d'autres moments qui accélèrent, mais en tous les cas, il a cette volonté d'être audible, extrêmement audible. Il parle vraiment aux gens. Oui, il le dit vraiment, il dit « je veux qu'on m'entende ». Et puis, les régions, ça aussi, marque de fabrique, l'homme des régions. Et on va entendre un extrait qui le rappelle. C'est un peu un tonton de la famille pour tout le monde. C'est vraiment un plaisir de le regarder. Je ne vais pas dire comme au premier jour, parce que je n'ai pas le souvenir de son premier jour de journal télévisé. Allez, c'est parti. Certains se moquent et ne lui prédisent pas un grand avenir, mais la nouvelle formule basée sur la mise en valeur des reportages, des régions et des traditions va marcher. C'était qu'on en appelle la grosse passion. Il y a du régional, du national, l'international, il y a un peu de tout. Un mélange de sujets paisibles et d'actualités brûlantes. La vie parisienne sont reléguées au second plan au profit de la ruralité. Comme on dit, tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu. Alors nous lançons aujourd'hui, avec le soutien de la plupart des chambres de commerce, l'opération SOS Village. La vie dans les régions encore, avec quelque chose d'important pour nous et pour vous aujourd'hui, le démarrage de notre 6e opération SOS Village. Un petit mot de l'élection du plus beau marché de France. Je vous rappelle que le vote sur tous les sites internet... Et alors, on sait qu'à 13h, il y a le journal et qu'on le regardera et que c'est pas une autre chaîne, c'est lui. 30 ans plus tard, il est resté pareil. C'est resté le même. Ah oui, j'ai envie que ça continue, oui. Mesdames et messieurs, bonjour. Regardez. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite. Voilà, il ne faut pas le résumer à ça. Très grande intuition aussi en international,
chute du mur de Berlin et d'autres événements comme ça, mais ce génie, la région, mais c'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique du groupe TF1, il faut quand même le dire. Et ils se sont donné les moyens pour pouvoir permettre à Pernod justement d'avoir cette fibre de la proximité et du régional. Ils ont mis en place tout le système des correspondants. Donc le groupe TF1 à ce moment-là met dans les grandes villes de France des gens, c'est pas du tout France 3, c'est des gens qui travaillent pour le national dans les différentes régions. Donc cet outil extraordinaire, Pernod, il en est la tête de gondole, il est celui qui va porter ça et c'est ce qui explique sa longévité, c'est qu'aucun autre n'a pu faire la même stratégie. Merci beaucoup Fabrice Almeida. Jean-Pierre Pernod, qui sera notre invité? Il sera le grand invité de cette édition de 20h. J'aurais aimé le voir. On organisera le rendez-vous, on fera un selfie. Ce sera après-demain, mais dans l'immédiat, c'est Thierry Marx. On a parlé de la crise du Covid sanitaire, parlons de l'aspect économique, mais de bien d'autres choses, avec la grande vedette de la restauration. C'est dans quelques minutes. Et nous nous retrouvons, nous allons parler de la crise du Covid côté sanitaire, maintenant côté économique, notre vie quotidienne. Vous êtes bien placé pour en parler. Thierry Marx, bonsoir. Bonsoir. Thierry Marx, pour la jeune génération, c'est encore plus connu que Karl Marx. Hein? Non, je voudrais bien, mais je suis moins publié que Karl Marx, quoi. Pour l'instant, vedette de la cuisine, immense vedette, les restaurants, les consécrations, Goemio, Michelin, les émissions télé sur la cuisine. Est-ce que vous gardez, dans cette crise, l'émotion du petit restaurateur de quartier, du petit bistrotier? On a encore ça malgré tout? Oui, bien sûr. Le métier de la cuisine, c'est de la passion, c'est du partage, c'est de l'envie de rencontrer l'autre, finalement, parce qu'on ne cuisine pas pour soi, sinon ça n'aurait pas de sens. Et c'est vrai que dans ces temps troublés, on pense aux gens qui vivent la même passion que moi pour ce métier et le contact avec les autres. Vous résumez beaucoup de sentiments de beaucoup de professions, évidemment, les médecins premiers chefs, les infirmiers, etc., les enseignants, les caissières des grands magasins, mais le restaurateur, on dit, comme on connaît les gens, on les nourrit, là vous avez senti quelque chose? Oui, on a senti quelque chose de fort. D'abord, on a senti fortement cette fermeture. On l'a pris comme une brutalité nécessaire, certes, mais une véritable brutalité. Donc on a été privé des autres. C'est extrêmement compliqué. Et puis on a été privé de faire notre métier. Et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une envie de revenir. On s'est mis en ordre de marche pour que nos clients soient en sécurité, que nos collaborateurs soient en sécurité. On sent que nos clients ont envie de revenir. Mais hélas, on est encore dans l'hypnose du Covid et de ces aléas journaliers. On racontera votre parcours qui est fascinant, parti de vraiment pas grand-chose, de rien on peut dire, devenu un entrepreneur emblématique. Le génie du commerce. Vous parlerez de l'apprentissage, de comment surmonter un certain nombre d'épreuves. Le génie du commerce, il faut le retrouver maintenant. Il faut surtout avoir le génie du projet. Et très tôt, très jeune, pourquoi je vais à l'école, pourquoi j'étudie, pourquoi je veux choisir un métier, pourquoi je veux avoir... Il faut être dans ce pourquoi et dans l'idée même du projet, parce que la vie, c'est entre l'ordre et le désordre. Donc si vous n'avez pas un projet, vous ne marchez pas droit. Dans l'ordre, il ne se passe pas grand-chose, et dans le désordre, il ne se passera rien de bon. Donc je pense que c'est l'idée du projet qui vous fait maintenir le cap, solide au cap pour rester droit et atteindre votre objectif. Vous traversez beaucoup de sujets qu'on a évoqués ces derniers jours sur l'autorité, sur les banlieues, ensauvagement, pas ensauvagement. Vous vous dites en tout cas, ascenseur social, ça ne marche pas. L'escalier social, il faut se battre à chaque marche. Bien sûr, faut se battre à chaque marche. On est différents et inégaux face à la vie. Et ça, c'est à la République de mettre en ordre de marche l'égalité et pas de faire des égalités injustes, mais au contraire de faire des égalités qui fonctionnent. Et puis de permettre très tôt à des gens très très jeunes de commencer à travailler sur eux-mêmes et sur l'idée du projet. Si on s'arrête quelques instants à cette crise telle qu'elle est aujourd'hui, chiffrée, problème de trésorerie très concret pour beaucoup de restaurateurs, 87% de perte de chiffre d'affaires à ce stade, 15% des établissements qui pourraient fermer, c'est vraiment une crise extrêmement dangereuse pour une profession qui est menacée, une grande partie est menacée dans sa survie. C'est une crise historique, c'est pour ça que j'avais fait cette tribune il y a quelques mois pour dire qu'il faut créer un fonds d'investissement
durable sur de longues années pour qu'on puisse pouvoir pallier à ce déficit que nous allons avoir. Moi, je ne pense pas trop aux jeunes gens qui, eux, vont rebondir, mais aux gens qui ont pendant 30 ou 40 ans exploité un fonds de commerce et aujourd'hui ce fonds de commerce vaut 0 et comment on va pouvoir dédommager ces personnes ou faire en sorte qu'elles soient indemnisées pour qu'elles puissent avoir et passer la main de leur entreprise. Ça, c'est une vraie inquiétude que nous avons dans le métier aujourd'hui sur la valeur d'un fonds de commerce. Qu'est-ce qui va rester dans nos habitudes? Beaucoup d'entre nous ont pris le pli de l'emporter, le take-away. C'est pratique, ça va vite. Oui. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ont joué cette carte, bien sûr. Ça va rester ça? Ça va rester, ça se développe, ça s'est accéléré parce que le phénomène était déjà connu en France, mais beaucoup à l'étranger. Mais ça ne remplace pas le lien social, ça ne remplace pas le bon, ça ne remplacera pas la restauration dite étoilée où on a besoin d'un dressage très précis et de faire vivre une émotion à un client. Donc le takeaway, oui, c'est une réponse momentanée. Le drive, oui, c'est une réponse momentanée. Mais on sent bien l'envie de nos concitoyens de revenir au restaurant, de partager un moment avec des amis au restaurant. Ce sera dur, hein, ne serait-ce qu'entrer dans le local, alors qu'on a envie plutôt de rester en terrasse en ce moment, parce qu'on peut se passer un peu davantage. C'est beaucoup plus facile, on préfère mettre un manteau. Ça va être dur, là. Ça va être difficile, c'est vrai, on vit un moment historique, personne n'a jamais connu cela, mais en même temps, je suis assez rassuré sur le fait que les gens aient envie d'aller au restaurant. Maintenant, ce qui m'ennuie, c'est qu'on en a pour plusieurs années à s'équiper, à se préparer, à réaménager nos salles de restaurant pour que de toute façon, on ne pourra plus mettre 100 personnes dans une salle de restaurant en même temps, et il va falloir s'habituer avec des modèles bien différents. Votre parcours, la force, je commençais par là, du commerce, de ce que ça peut amener dans une crise comme celle-là. Il y a ce moment extraordinaire, les compagnons. Hein, vous allez faire un apprentissage, les compagnons qui vous disent « tu auras ton métier, tu seras libre ». Oui, c'est ce que m'avait dit un ancien. Il m'a dit « si tu apprends un métier, tu seras un homme libre ouais. ». Parce qu'elle marchait. Oui, et puis je me souviens, sur son carnet, il avait écrit « salaire honnête ou repos ». Du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie. Ouais. Et je crois que quand vous êtes un ouvrier qualifié, libre de vous déplacer, libre et instruit, c'est les grandes phrases de Victor Hugo, vous pouvez embrasser la vie et embrasser l'épanouissement professionnel et l'épanouissement en tant qu'homme. Vous avez connu plusieurs mondes, le monde de la banlieue, on va y revenir, maintenant un monde de la grande réussite culinaire. Avant ça, un Paris populaire, presque 19e siècle ou d'avant-guerre, quoi. Oui, c'est vrai, vous avez raison. J'ai beaucoup d'affection pour ce quartier du 20e arrondissement et du 140 rue Ménilmontant et puis toutes ces petites rues, la rue du Cambodge, la rue de la Chine, où il y avait encore des appartements qui étaient assez vétustes, où on avait les toilettes sur le palier. Et la ville de Paris, je dirais presque, hélas, nous a proposé un habitat bien meilleur, mais bien loin de ce Paris populaire où on rencontrait l'artisanat, où on rencontrait l'atelier du mécanicien qui sentait encore le cambouis ou l'atelier du cordonnier. Et ça, effectivement, quand on a été, je dirais presque, poussé vers la périphérie, on a perdu cette relation humaine qui était le monde du travail, le monde du chef d'atelier, le monde du petit bistrot et des casse-croûtes à 5 francs. Et le pâtissier, ça c'est votre première illumination comme Claudel à Notre-Dame. Vous, c'est le pâtissier Ganacheau. Hein. C'était le boulanger Ganacheau. Ah. Oui, c'est vrai que Bernard Ganacheau était un boulanger qui était disruptif, comme on dirait maintenant, qui avait mis son four dans la vitrine du restaurant, qui n'acceptait pas, à mon avis, le prix imposé du pain, donc qui avait un vrai talent d'artisan. Et moi, je passais devant la vitrine, je regardais ce four énorme qui avait des flammes et tout, c'était superbe. Ouais. Et cet homme avec son col bleu, blanc, rouge, ça a été un rôle modèle. Ça a été un rôle modèle pour aller vers les métiers de l'alimentation, bien sûr. Mais avant d'arriver au stade Ganacheau et de le surpasser, il y a d'abord la banlieue, vous venez de le dire, hein, oui. Pousser vers cette banlieue plus impersonnelle, les HLM, c'était un autre monde. Ce qu'on appelait les 3 4 000 logements, les bars, et c'est ça. Alors c'est vrai qu'on s'est senti... moi, je me suis senti un peu blessé de quitter ce Paris populaire pour aller vers cette banlieue où la nuit, avec des copains, on regardait les fenêtres s'allumer et s'éteindre comme un calendrier de l'Avent, comme ça. Et puis, heureusement le sport,
parce que je ne saluerai jamais assez le judo club de Champigny-sur-Marne et le RIG Montreuilois et le judo club de Champigny-sur-Marne avec Monsieur Sudre, qui permettaient, pour peu d'argent, de nous amener à faire du sport. Et on avait même des professeurs qui venaient nous chercher dans la cage d'escalier pour nous montrer le cadre éducationnel du sport. Et ça nous a quand même émancipés pour beaucoup. Le sport et la castagne. Vous avez pas mal castagné. C'est-à-dire que dans ce type de quartier, c'était le tour de tête, ça ne comptait pas beaucoup, c'était surtout le tour de bras. Ouais, vous avez gardé un petit peu de... Oui, et puis on avait gardé le fait qu'on fasse des sports dits de contact, on dirait des sports de combat aujourd'hui, eh bien, faisait que les rivalités se faisaient moins sentir et les combats de cage d'escalier étaient moins rudes. Mais encore une fois, merci à ce cadre éducationnel du sport qui finalement nous a fait prendre confiance en nous. On était 4 copains et on ne se quittait jamais justement pour éviter un peu les embuscades du coin. Entre cette banlieue-là et la banlieue d'aujourd'hui, telle qu'on la voit ou on la fantasme peut-être parfois, qu'est-ce que vous voyez ? J'ai toujours beaucoup je dirais presque beaucoup d'amour et beaucoup de peine quand je vois comment on parle de la banlieue et que ça s'est hélas dans plein d'endroits beaucoup dégradé. Et je pense qu'il faut penser aux jeunes enfants dans ces quartiers pour retravailler sur les plus jeunes, pour qu'on puisse travailler sur l'idée du projet métier. Et c'est pour cela qu'on a monté ces écoles, qu'elles soient des écoles de cuisine ou des écoles du sport comme Passeport pour l'emploi ou Média Social Food, pour qu'on puisse permettre à des jeunes d'avoir cette idée, de ne pas se croire assigné à un quartier, mais dire je peux avoir un projet professionnel, il suffit que je m'y tienne. Donc on le dit souvent, hein, rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est le projet, l'engagement, lâcher la main du passé, la régularité pendant 11 semaines, on se forme à un métier et on s'émancipe. Et ça, je crois que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien dans les quartiers en tout cas, parce qu'aujourd'hui, c'est 92% de retour à l'emploi. L'apprentissage, hein. Dieu sait si ça a été souvent oublié en France, et l'obsession du bac. Vous dites l'apprentissage, c'est formidable. Vous savez, apprenti, si on le traduit, c'est apprendre auprès d'eux. Ouais. C'est apprendre auprès de quelqu'un qui devient votre rôle modèle, qui va vous transmettre son savoir, qui ne cherche pas à vous mettre en conformité avec un système, qui cherche juste à vous transmettre sa passion. Et avec cette passion-là, vous la vivrez autrement et vous allez vous émanciper. J'ai vraiment cette volonté chevillée au corps de défendre l'apprentissage jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce qui sauve énormément de gens. C'est ce qui fait beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont passés par le prisme de l'apprentissage. Ça vous a sauvé ? Ah, complètement, oui, bien sûr, ce projet... Alors, c'est pas dur. Hein. Ça aurait pu mal tourner pour vous ? Oui, bien sûr, mais dans ces quartiers, ça peut toujours mal tourner. Vous savez, ma grand-mère disait, si tu apprends à lire et à écrire, tu ne seras pas exploité. Ouais. Tu pourras compter ta monnaie. Et je savais pourquoi j'allais à l'école primaire. Au collège, je n'ai pas réussi ça. Je n'ai pas compris pourquoi j'étais au collège. Mais quand j'ai rencontré cette vocation pour aller vers les métiers de l'alimentation et d'apprendre un métier, mais je me suis senti exister. Ouais. Et aujourd'hui, la force de l'apprentissage, c'est aussi l'ossature de nos PME en France. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Vous parlez de votre grand-mère, il y a le côté paternel, juif, exilé de Pologne. Oui, vous parlez de la les arrière-grands-parents, de devenir français. Hein. Oui, pour mon arrière-grand-père, oui, c'était d'abord, et y compris mon grand-père d'ailleurs, qui était très fier de son certificat d'études et qui écrivait en plein et en délié. Ouais. On voit combien ça s'est perdu maintenant, souvent pour une partie de la population. Et il est devenu français avec la guerre de 14, il le disait souvent, il en parlait très très peu, mais cette connaissance qu'il avait d'écrire le français, de pouvoir s'intégrer, d'ailleurs il s'est très très bien intégré, mon grand-père, et c'est ce qu'il faut défendre aujourd'hui, c'est ce qui a bâti le projet de plein de gens, parce qu'à un moment donné, il y a l'instruction. Et je pense que, comme je l'évoquais à l'instant, il faut travailler sur les jeunes, sur pas comment je suis à l'école, pourquoi je suis à l'école. Et ça, je pense qu'on peut faire écho avec des très jeunes enfants sur pas comment aller à l'école, mais pourquoi on est à l'école. Pour vous, ça a été l'apprentissage, et puis presque vous êtes arrivé au niveau de Ganacho, votre petit boulanger, apprentissage dans des grandes maisons, y compris à Sydney, très loin. Oui, c'est vrai que j'ai choisi à un moment donné l'international, donc Sydney, l'Australie, puis ensuite le Japon, Hong Kong. C'est vrai que ça a été des périodes et des expériences extrêmement enrichissantes. Et vous avez travaillé comme un fou, hein ? Oui, mais j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement, et je me souviens de soirs où je me couchais étalé, mais je me disais, qu'est-ce que j'ai appris ?
et de pouvoir parler, m'intégrer, que ce soit au Japon ou dans un pays comme Hong Kong, c'était quelque chose de formidable. Et puis après, de partager ça en France avec mes collaborateurs, et puis aujourd'hui avec ces écoles qui permettent à des personnes éloignées de l'emploi de se dire mais qu'est-ce qu'il a de différent de moi? Je peux le faire aussi. Ouais. Et c'est ça qu'il faut entretenir, c'est cette flamme qui dit mais non, le passé est passé. Si tu veux maintenant, si tu as un projet, alors on avance et on y va. Et je pense que ça fonctionne. Beaucoup de chefs sont venus de là, de la pâtisserie. Hein. C'est pas un hasard, la pâtisserie, on dit que c'est l'exactitude. Il faut être extrêmement exact dans la pâtisserie. Oui, vrai. Les métiers de la pâtisserie sont presque une pharmacopée. Ouais. Donc on est là à mesurer, à grammer. Or que le métier de cuisinier est plus dans l'instinctif. D'ailleurs, on retrouve dans une cuisine très rapidement des traits de caractère ou des côtés où on voit presque les origines du cuisinier, ce qui est beaucoup plus rare chez les pâtissiers. Les pâtissiers, on a vraiment une pharmacopée extrêmement précise, on est tout en subtilité. Puis là, on a des jeunes gens en ce moment qui sont extraordinaires. Est-ce qu'il y a un appel à vocation? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, si vous avez cette envie-là, oui, il y a une filière, oui, ça peut marcher? Bien sûr. Et il y a une filière. Aujourd'hui, si vous avez envie de rentrer dans les métiers de l'alimentation, il y a une filière malgré française, la crise, malgré le Covid. Mais bien sûr, et il y a une filière planétaire. Non mais, le Covid, oui, je veux bien, l'information a été en blouse blanche pendant 6 mois, très bien, mais je pense que malgré qu'on doit respecter les gestes barrières, et j'en suis convaincu, il faut sortir de l'hypnose, il faut bouger, voir les signaux faibles qui commencent à montrer le bout de l'écrantage de chiffre d'affaires qui repartent, et puis repartir peut-être vers une consommation en conscience. Une croissance en conscience. Arrêter avec cette surconsommation, mais avoir l'idée que nos entreprises doivent avoir une croissance en conscience. Et ça, j'en suis convaincu aussi. La cuisine, c'est un monde. L'apprentissage en cuisine, c'est dur. Hein, c'est beaucoup plus dur que beaucoup d'autres, c'est vrai. Ça a été très dur à une époque. D'abord, c'était des extractions sociales très modestes qui intégraient ces métiers, souvent avec peu de connaissances. Et c'était très, très dur. C'était violent, même par moments, on peut le dire. On a beaucoup écrit là-dessus. C'était des heures interminables où des gens arrivaient en cuisine à 7h du matin, finissaient à 1h du matin. Les coups de fourchette dans les fesses, ce genre de choses, on l'a lu, on l'a vu, et c'était honteux, mais c'était des cuirs solides qui étaient là à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus acceptable, et tant mieux. Et on a appris du management professionnel pour que ces métiers aujourd'hui soient plus dans la douceur et dans la transmission. Vous, on a essayé de vous humilier parfois? Non, ça m'est pas arrivé. Vous faisiez peur? Je ne sais pas, mais j'ai peur du coup de poing. Type qu'on vient en kikiner. Philippe Rochat dit, c'est un monde... Philippe Rochat, très grand cuisinier, qui disait c'est un monde où mai 68 n'était pas passé. Il y a eu mai 68, mais là, l'autorité était restée. Oui, c'est vrai, et il a raison, Philippe, quand il disait ça, parce que quand on parle des 35 heures, donc c'est 1997, nous, on était encore à 1 jour et demi de repos par semaine, or que tout le monde était passé au week-end et à 2 jours complets. Mais en 1997, on pouvait dire à un collaborateur, tu auras ton lundi, et puis la demi-journée, je verrai, c'était ça. Donc pour nous, les 35 heures, ça a été une avancée sociale extraordinaire pour les métiers de la restauration, pour qu'on puisse avoir des heures de vie sociale personnelle qui soient intéressantes. Je me rappelle Robuchon, très brillant, très bon, tout ce qu'on voudra, mais qui disait oui, j'ai fait des bizutages, oui, j'ai été très très dur, oui, j'ai un peu humilié des jeunes gens, et qui disait ça faisait partie un peu du jeu. Il a probablement dit ça. Moi, j'ai un souvenir du chef Robuchon, parce que je suis passé dans sa maison, qui était un chef comme ça, avec une exemplarité tellement forte qu'il faisait autorité. Donc, sans avoir besoin toujours, sans avoir besoin de forcer la voix. Il suffisait de le voir travailler ou de ranger un plan de travail pour se dire respect total. Mais il est vrai qu'à son époque, il nous le racontait même des fois, il avait vécu dans certaines maisons dans lesquelles il était passé un enfer terrible. Claude Deligne me racontait la même chose quand il était chef du Taïwan, or que lui avait mis un point d'honneur à faire en sorte que le Taïwan, on respecte une règle et une hiérarchie bien pesée. Thierry Marx, votre réussite, ça a été la première étoile Michelin, 2e étoile. Qu'est-ce qui fait qu'on se sépare du troupeau? Qu'est-ce qui fait qu'on va plus loin? Je sais pas, on croit en soi, on innove et on essaye de... Vous savez, dans ce métier, on se construit d'abord dans la cuisine d'un autre. Moi, je me suis construit dans la cuisine de Claude Deligne.
3 étoiles au Taïwan, et puis ensuite chez Monsieur Robuchon, et puis ensuite ces 2 personnages m'ont permis d'aller voir un petit peu ailleurs. Donc, et puis à un moment donné, vous prenez des risques. Moi, je me souviens d'une critique de Goemio où on avait dit et l'éternel nougat glacé vu chez Joël Robuchon. En gros, j'avais fauché la recette, ce qui n'était pas faux d'ailleurs. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah allez, voilà, tant qu'à faire de me tromper, d'être critiqué, je serais critiqué sur ma propre cuisine, une cuisine qu'il faut assumer, une cuisine qu'on veut innovante. Quand vous faites une cuisine innovante, eh bien, vous dérangez des cercles, donc vous en prenez plein le nez au départ, puis à un moment donné, on dit, oh bah oui, non, mais oui, bah... Maintenant, il est has-been. Voilà, c'est comme ça, et c'est la règle du jeu. Bon. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir. J'étais omnivore cet après-midi. Je vois plein de gamins aujourd'hui qui sont sur les feux de la rampe, qui sont absolument géniaux. Et je suis content que ce métier ait cette dynamique-là. Moment vérité, les critiques, on les repère quand ils sont là, qu'ils sont en train de noter quelque chose? Hélas, non. Ouais. Hélas, non. Moi, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Et puis, je pense qu'à un moment donné, il faut s'assumer. Donc, quand vous respectez le client, quand vous aimez ce que vous faites, eh bien, vous assumez ce que vous faites. Et le critique, la pilule est plus facile à passer quand vous dites, bah oui, je le revendique. J'ai choisi de cuire les poireaux comme ça et j'assume. Et donc, la critique, elle est souvent en comparaison ou d'une tendance. Est-ce que vous êtes dans la tendance ou pas dans la tendance? Je ne revendique pas ce besoin d'être dans la tendance. On a vu des chefs qui envoyaient valser les guides, qui disaient, j'en ai plus rien à faire. Oui, c'est votre avis? Je ne crois pas à ça. Je pense que les guides sont le poil à gratter du métier et qu'ils font partie intégrante de ce métier. Alors, on les aime quand ils nous cajolent et puis on les déteste quand ils nous critiquent. Donc, je pense qu'il faut savoir qui on est pour assumer la critique. D'ailleurs, vous parliez des compagnons des devoirs tout à l'heure et des compagnons des devoirs unis. On se construit chez les compagnons sur la critique. Ouais. Donc, nos aînés nous apportent toujours que de la critique constructive et positive. Donc, la critique peut vous aider aussi à vous remettre en question. Est-ce que ce qui s'est passé avec le Covid va changer? On parlait de l'emporter, du takeaway, le désir du consommateur d'une cuisine peut-être un peu moins chichiteuse, un peu plus simple? Je crois pas. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une date historique. Ouais. Pour repenser notre modèle alimentaire, pour aller vers 2050 avec plus d'attention sur la nature, plus de circuits courts et un meilleur respect de nos agriculteurs qui font finalement notre gastronomie. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y aura toujours une place pour la cuisine d'auteur et puis la cuisine du quotidien. Je pense que la cuisine d'auteur, on l'attend, on a envie de revenir dans les restaurants étoilés, on a envie, ou pas étoilés d'ailleurs, parce qu'il y a des auteurs qui ne sont pas étoilés, qui sont parfaitement légitime, et je crois qu'on a envie de retourner au restaurant pour être étonné. On vient vivre une émotion au restaurant. C'est un état global de consommation. On mange en 3D au restaurant. On a celui qui fait, et on a le mangeur, et le contexte dans lequel on a mis le mangeur. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on va donner de la mémoire à de l'éphémère. Et c'est toute la magie de la cuisine, donner de la mémoire à de l'éphémère. Et il y a une passion chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde, c'était ces émissions comme celle à laquelle vous avez participé, on les sentait dans un état second. Hein. Ah oui, c'était très cruel ça, non? C'était très dur, et puis que ce soit dans Top Chef ou dans les carnets de Julie aussi, où j'ai beaucoup apprécié de faire les carnets de Julie, parce qu'on allait au contact du monde rural aussi. Et ça, c'est formidable, parce qu'on s'était un peu détaché des fois, le monde de la gastronomie des villes, c'était un peu détaché du monde rural, et je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à se rapprocher et de montrer que la gastronomie, c'est un état général de l'alimentation, commence chez l'agriculteur, chez le pêcheur, et ensuite finit dans une assiette pour donner de l'émotion. Le jeûne qui arrive, vous le testez sur quoi? La cuisson des œufs, moi j'ai gardé ça de Paul Bocuse. L'omelette? Alors, l'omelette ou l'œuf au plat. Ouais. Et je trouve que quand on maîtrise cette hydrolyse de l'albumine, comme on dit là pour faire intelligent, eh bien on va à peu près maîtriser toutes les cuissons à venir. Donc c'est vrai que c'est toujours inquiétant d'avoir à faire un œuf au plat qui se décolle bien et vous avez les bords croustillants, le blanc qui est moelleux. Il y a 3 albumines dans le blanc d'œuf, on voit 3 albumines, une albumine qui prend tout de suite. Donc quand vous commencez à maîtriser ça, si vous achetez une poêle trop grande, ça ne marchera pas. Une poêle trop petite, ça va brûler sur les côtés, ça ne sera jamais cuit. Et donc il y a un premier repérage du geste à comprendre. Parce que la cuisine, c'est le geste, le feu, le temps. Le geste, coupe juste, goût juste, gestion du plan de travail. Le feu, l'intensité de convection, et le temps, la saisonnalité et le temps pour faire. Et une fois que le cuisinier d'un bon niveau a retrouvé ça, a trouvé ça, eh bien, la créativité va se faire de fait. C'est quoi le secret? On voit très bien quand on fait une omelette chez soi, c'est généralement un peu moins bien, quoi. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est le geste. Ouais. Le geste et l'intensité de flamme.
Une fois qu'on fait ce gauche sur droite, droite sur gauche, quand on tourne avec la fourchette et qu'on roule l'omelette, c'est un jeu de texture et de température qui est extraordinaire. Le pape François a fait sensation en disant le plaisir culinaire et sexuel est simplement divin. Oui, je peux le rejoindre sur ces propos. Je pense qu'il y a un plaisir, je l'évoquais à l'instant, mais on disait donner de la mémoire à de l'éphémère, mais je pense qu'un plaisir de table et des plaisirs partagés sont des moments de grande fraternité. Paul Bocuse disait qu'il voulait être enterré dans une nappe de pique-nique ou une nappe où on a fait l'amour et mangé. C'est vrai, mais moi j'ai souvenir du chef Paul et des quelques conseils qu'il a pu me donner quand je l'ai croisé. C'était un personnage enthousiasmant et qui montrait qu'il n'y avait pas de conflit sérieux entre tradition et innovation. Et il était extrêmement innovant. Il était le premier d'ailleurs à être venu au Centre français d'innovation culinaire et dans nos écoles d'inclusion professionnelle. Et d'ailleurs, sa veste trône dans l'une de nos écoles. Il nous a offert une veste et elle trône dans une de nos écoles. Et il reste un rôle modèle pour l'ensemble de la profession. L'idée de maître dans ce métier, ça compte toujours. Le maître qui vous apprend des choses, ça... Oui, le maître, le rôle modèle. Dans le monde des arts martiaux, on dirait le sensei, mais c'est celui qui va vous mettre le pied à l'étrier et puis qui, à un moment donné, qui va vous dire « Mais allez, barre-toi. Maintenant, envole-toi. » La France, qui a souvent le vague à l'âme, mais aussi l'auto-estime, il faut la travailler aussi. En matière de cuisine, Dieu sait, vieux cliché, la France, le meilleur pays du monde. Emmanuel Macron le disait à sa façon il y a quelque temps, on va rappeler cette séquence. Il faut bien dire que ce virus n'aime pas l'art de vivre à la française, puisqu'il se propage essentiellement par les contacts humains, et c'est ce qui, en quelque sorte, nous pénalise au carré, et ce qui fait... cet art d'être français dont j'ai plusieurs fois parlé, cette manière d'être ensemble, de partager un bon moment au restaurant, au café. Voilà, Thierry Marx, c'est un bon modèle. D'abord, Emmanuel Macron, il aime bien boire et manger, boire de l'alcool. Boire de l'alcool avec modération, bien sûr, mais je pense que le modèle français est un modèle qui est extrêmement attractif de façon planétaire. Moi, j'entends parler de la France au Japon, à Hong Kong, aux États-Unis, comme un modèle de bien vivre, de bien-être français. Et c'est vrai qu'on aime débattre, qu'on aime échanger, qu'on aime manger, qu'on aime parler de nos vignobles. On a toujours un ami ou un voisin qui va vous dire « Ah non, mais moi j'ai découvert le petit producteur qui va bien. » et qui... Donc c'est notre façon de vivre, notre façon d'être. Et encore une fois, ce plaisir bien-être, eh bien, c'est un modèle aussi à l'international et une attractivité pour faire venir des gens chez nous. Ça reste une marque française. Je crois que c'est Semprun qui disait à Buchenwald, les Allemands parlaient philosophie, les Italiens de sexe et les Français de bouffe. Ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils rêveraient de manger, les menus. Ouais. Pendant quelques années, encore, j'en fais encore maintenant, je faisais des jeûnes. 2 fois par an, je faisais un jeûne. Et le seul sujet de conversation, c'était le meilleur restaurant qu'on avait fait ou la cuisine qu'on pourra faire après le jeûne. Donc non, c'est vraiment un lien fort de la France parce que la France aime son terroir, aime ses territoires, aime échanger autour de la table. Et c'est Talleyrand l'écrivait très très bien, même un modèle pour être un ambassadeur et pour aller défendre pas mal de choses autour d'une table avec l'envie de montrer que la France est un repère extrêmement fort pour une gastronomie qui a un patrimoine solide. On prend Gouffet, fin du 19e, Carême, fin du 18e, jusqu'à Escoffier, qui est encore un référent international, Paul Bocuse et puis beaucoup d'autres. On a un patrimoine extrêmement riche sur lequel nous pouvons puiser, les plus jeunes d'entre nous peuvent puiser en permanence pour s'émanciper avec ce métier. Est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle conscience de ce qu'on mange dans la jeune génération? Vous voyez ça? Oui. Ils sont vraiment plus exigeants? Ils sont plus exigeants et puis ils ont envie de participer à ce mouvement pour la planète. Donc, ils veulent savoir l'impact social et l'impact environnemental de l'entreprise. C'est beaucoup ce que demandent mes jeunes collaborateurs. Et puis, ceux qui s'intéressent aux producteurs, à la permaculture, à découvrir des terroirs. Moi, je voyais un gamin de 20 ans qui me dit « Je vais faire le tour de France, je vais aller cocher des petits producteurs, je vais essayer de travailler avec eux, voir comment ça fonctionne, et après, je montrerai mon restaurant. » C'est quand même génial. Les véganes, vous les voyez arriver? Les véganes, oui, moi j'aime pas les radicalités, mais le véganisme m'intéresse parce que c'est une rupture. Et la créativité vient qu'à un moment donné, vous êtes en rupture avec quelque chose. Alors quand on vous dit plus de beurre, plus d'œufs,
eh bien, il faut être créatif. Et là, c'est intéressant. Mais par contre, le vegan qui dérive vers une cuisine industrielle végane, peut-être que le vegan, l'obèse de demain sera vegan. Donc je crois en la cuisine. On voit combien ça a changé chez beaucoup de jeunes qui disent, voilà, tuer un animal, l'idée de manger un animal mort, voilà, c'est vraiment un cap, hein, c'est pas une petite minorité, c'est beaucoup. Non, c'est vrai, et ça a permis aussi de remettre en lumière la cuisine végétarienne qui a eu très longtemps beaucoup de mal à s'imposer. Donc on voit le flexitarisme arriver de façon assez intéressante, où on va faire du 80-20, 80% végétal, c'est un peu de tout. 20% protéines animales. Après, on se dit, tiens, végétarien, c'est intéressant, donc vegan, pourquoi pas? Il y a une rupture, on se dit, sans œufs, sans exploitation du monde animal, est-ce qu'on peut être créatif? Eh bien, quand on s'y colle, on peut être créatif en étant un cuisinier vegan. Joël Robuchon, dont on a plusieurs fois parlé, avec ce de réflexion, il était franc-maçon, hein, très philosophe, il disait chaque fois qu'il tuait même un homard, il y avait un petit instant, il disait, il y a une vie que j'enlève, je le fais, mais il y a une vie que j'enlève. On ressent vraiment ça? Mais il le disait aussi souvent quand on travaillait, il disait, il ne faut pas le tuer pour rien. Donc si c'est pour procurer de l'émotion, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est une réflexion que nous avons sur le monde animal. Moi, j'ai passé les restaurants personnellement en flexitérien, donc on est 80-20, 80% végétal, 20% protéines animales, mais on sent bien que ça n'a choqué personne, et surtout pas les clients. Donc aujourd'hui, manger de la viande, manger mieux, manger moins, repenser notre modèle agricole, je pense que ça fait partie de la gastronomie d'aujourd'hui, et notamment de la gastronomie d'après-Covid. Thierry Marx, les leçons d'une vie, voilà, vous avez le parcours vraiment rêvé, hein, c'est le roman, quoi. Vous partez de la banlieue, vous réussissez dans un domaine où le plaisir compte beaucoup. Au fond, ça a été quoi le secret? Le secret, d'abord, je voulais que mes parents soient fiers de moi, parce que je leur ai quand même posé pas mal de problèmes en étant un mauvais élève et un type adolescent compliqué. Et c'était un premier projet. Et puis finalement de me dire, il n'y a pas de raison de me croire assigné à l'échec scolaire et de ne pas pouvoir réussir, et dans le monde de la cuisine et aussi dans le monde de l'entreprise. Donc réussir, c'est très éphémère, vous savez, quand vous parlez de réussite, ça veut dire que, vous voyez, le Covid, 2-3 petits soucis économiques et vous êtes à plat, il faut repartir à zéro. Ce que je veux garder, c'est surtout la force physique et l'énergie pour repartir. Et là, dans beaucoup de mes entreprises, on est en grande difficulté, dans d'autres, ça va beaucoup mieux, mais il faut être en capacité de se remobiliser et de repartir et de remobiliser les équipes. C'est ça qui m'intéresse, pas le dire. La réussite, c'est quelque chose qui ne se mesure pas et qui est au demeurant pas très intéressant. C'est pour en faire des fils d'or et de rouler les mécaniques, ça n'a pas de sens. Vous avez été décrocheur, le mot n'existait pas à l'époque. Hein. C'est une douleur, il faut vraiment le dire, c'est pas... Oui, on oublie ça, on parle des décrocheurs, on parle de tout ça, mais on oublie que ça va être un traumatisme très long. C'est-à-dire qu'il va y avoir des effets collatéraux qui vont durer. Vous savez, quand vous n'arrivez pas à remplir un formulaire de la fonction publique, quand vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on vous explique entre des pourcentages et c'est ça, c'est très compliqué. Donc d'avoir été décrocheur scolaire à 13 ans, c'est compliqué, mais surtout ça va vous poursuivre jusqu'à 25 et 30. Donc il faut faire en sorte de travailler sur les plus jeunes aujourd'hui pour qu'ils aient un projet d'aller à l'école, pourquoi je suis à l'école, et surtout très tôt de travailler sur l'idée du projet, pas forcément du diplôme. Le diplôme est la conséquence d'un projet, mais de travailler sur cette énergie du projet. Il y a d'ailleurs des professeurs, il n'y a pas très longtemps, pendant le Covid, je travaillais avec des professeurs de Grigny, et je vois l'implication de ces professeurs dans des quartiers qui sont des quartiers politiques de la ville, et je pourrais en citer d'autres, qui font un travail colossal pour dire aux gamins, non, projet, le diplôme, on verra après. Thierry Marx, dernier mot sur l'autorité. C'était le sondage d'hier avec cette demande d'autorité de beaucoup de Français. Quand on écoute tout ce que vous avez dit depuis une demi-heure, voilà, les maîtres, la transmission par des maîtres, par les compagnons, voilà, c'est un monde qui est en grande partie disparu en réalité. Vous en êtes conscient, non? Non. Vous savez, je pense qu'on a oublié, quand on parle d'autorité, j'entends beaucoup parler ça et là d'autorité. Moi, j'avais un ancien qui me disait toujours l'exemple est la seule preuve de l'autorité. Donc quand vous faites une république exemplaire, eh bien, vous pouvez demander l'exemplarité ou l'autorité. Mais il y a quand même des dérives. Quand vous êtes un bon élève ou un mauvais élève dans certains quartiers, c'est un problème. Ça, on doit le régler. Et on manque d'exemples ? Et par moments, on manque d'exemples. Or, il ne faut pas rejeter la faute uniquement sur ceux qui, aujourd'hui, sembleraient troubler l'autorité. Je pense qu'il faut mettre en place des cadres éducationnels pour permettre à des gens de vivre mieux. Mais quand vous voyez
des décrocheurs scolaires entre 10 et 12 ans, eh bien, des fois bien avant, eh bien là, il faut quand même travailler pour que cela s'améliore. Et on a vu certains quartiers, certains endroits se déliter en 30 ou 40 ans. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se faire en soufflant. Je pense qu'il faut aller au contact, il faut poser des idées, des écoles, et puis travailler sur l'instruction, proposer l'idée de l'instruction et du projet professionnel. Thierry Marx, merci beaucoup. Allez, un dernier conseil, il faut toujours demander quand on a un chef sous la main. Voilà, je rentre chez moi, là, il n'y a presque rien dans le frigo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il doit y avoir quand même une boîte d'œufs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sur un œuf brouillé? Voilà, il n'y a pas plus simple qu'un œuf brouillé. Ça, c'est la cruauté du voilà, surveillant on va battre quelques œufs, on va les filtrer un petit peu de beurre au fond, un petit peu d'huile, et puis on va avec une spatule, comme ça, on va cuire, et on va faire une texture d'œuf comme ça, brouillé, c'est délicieux, avec une petite goutte d'huile d'olive, et puis on peut se coucher tranquille. Merci beaucoup Thierry Marx d'avoir été avec nous pour parler du Covid, mais aussi de ce métier qui vous passionne, avec cet appel aux jeunes qui ont des places dans la pâtisserie en particulier. Là encore, vous écrire. Oui, bien sûr. Ouais. Et encore aujourd'hui, on cherche des boulangers partout. Donc voilà, si vous avez envie de rentrer dans ces métiers de l'alimentation, c'est maintenant, il y aura de la place. Ne restez pas dans l'hypnose du Covid, ayez un projet métier, quel qu'il soit. Bonne chance à elles et à eux. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, dans cette édition, nous recevons Didier Raoult au sujet du Covid et de bien d'autres questions de l'histoire des sciences. Et puis n'oubliez pas, tout de suite, Julien Arnaud pour le Grand Soir. Merci et à demain.